So, let's have a look. Testing 1, 2, 3. Are we good to go? Ladies and gentlemen, Mesdames, Messieurs, it is a pleasure bonjour. to be with you to discuss in a C'est un grand plaisir d'être avec vous This is my pour... first time ever having the pleasure of moderating a C'est un silent grand audience. plaisir So it's d'être an devant un experiment for public me, but I'm sure silencieux. it's also an experiment for you. Nouvelle expérience My pour name moi, is comme Bob pour vous, Dean. j'imagine. Je I am m'appelle The head of the Bob security Dean, unit je of the suis Klingendahl chef Institute, and I'm just de checking l'unité with de the colleagues sécurité if we're good with the sound. de l'Institut In that Klingendahl. case, I'd like you to please Le put son on your fonctionne headphones bien? and Très bien. join me for Mettez a vos discussion casques. on a Nous crucial allons lancer topic une discussion sur un sujet right now, essentiel namely qui concerne how to l'Europe bring an end actuellement. to the Comment terrible mettre Russian fin war of aggression against à Ukraine. l'infâme guerre A war d'agression that will soon menée par la hit Russie its contre fourth, l'Ukraine. year Il since va the Russian fêter full-scale invasion, bientôt but I son would macabre argue quatrième already anniversaire. went on for nearly 12 years. If we Une go guerre back qui to the a Russian annexation of Crimea en vérité commencé il y a 12 ans avec l'annexion and we are de discussing Crimée today et les the multiple causes agressions of dans le Donbass. Nous allons and parler the possible des causes pathways profondes de la out guerre of it. et des Now, I voies see a lot of de puzzled la paix. faces, so I just want to make sure. Do you Je all have vois an English certains sound in your être earphones? I perplexes, see donc people est-ce que vous nodding. In that case, we go m'entendez right ahead. en anglais? Because we Très have a bien, very donc continuons. full and challenging hour ahead of us. We have no less than 4 Nous avons speakers. fort à faire, and nous myself avons as the 4 moderator that you have to orateurs. contend with. Je But serai we would like very votre much to start this modérateur. discussion with a Désolé. short statement J'aimerais from que nous Kiev commencions by the Deputy cette Minister of discussion Foreign Affairs, avec Alexander une Mishchenko, déclaration who will d'Alexandre first Michenko, address le the vice-ministre So I'd like des Affaires to étrangères first, d'Ukraine. before we move to the panel, ask your Avant attention to de the lancer la Deputy discussion Foreign en Minister. panel, je If vous you could demande please d'écouter connect to Zoom. Monsieur le ministre. Minister, we will do the Foreign Minister from Ukraine first. Yeah, please, just so it goes well. Yes, thanks a lot. Good morning, everyone. Your Bonjour. Excellencies, distinguished Vos Excellences, chers participants du forum, chers invités, chers amis, au nom du ministère des Affaires étrangères d'Ukraine, j'accueille tous les participants du forum de Paris sur la paix, une initiative de M. Macron, le président français. Ce forum est devenu une enceinte essentielle permettant de façonner les réponses collectives au sujet du moment, qui définissent l'avenir de la paix, de la stabilité et de la prospérité pérenne. Je suis reconnaissant que le Forum continue d'organiser un panel sur l'Ukraine. Une paix durable et juste dépend de 2 facteurs essentiels. 1. La volonté politique de défendre la paix sans apaisement, l'architecture essentielle pour la paix véritable. Les experts, les analystes jouent un rôle essentiel là-dedans, comme le montre le groupe d'experts de l'Institut Klingendahl, qui a proposé une formule de la paix. Merci pour vos travaux. La paix pour l'Ukraine est un sujet essentiel qui permettra de restaurer la paix et la sécurité à l'échelle internationale. J'aimerais remercier la France sincèrement pour sa prise d'initiative d'avoir promu la paix et la coopération internationale. Il est essentiel de continuer à aborder le sujet de l'Ukraine. La guerre menée par la Russie contre l'Ukraine est une menace existentielle pour nous, mais aussi pour l'état de droit, la charte de l'ONU et ses principes et valeurs fondamentales. La guerre russe est une priorité essentielle. Personne ne désire davantage la paix que le peuple ukrainien. Nous avons toujours soutenu une coexistence paisible et une coopération entre des États souverains égaux. Les ambitions impériales de la Russie et ses noirs desseins visent à tout bouleverser. Ils nous ont contraints à prendre les armes pour nous défendre. Nous n'avons pas d'autre choix que de protéger notre État contre cet acteur malveillant. Nous nous défendons pour la paix et la justice pérenne. Seule la justice peut mettre fin à la guerre. L'abandon russe de ces politiques agressives est la seule manière de restaurer la sécurité européenne. Il faut voir au-delà. La Russie a mis au jour la fragilité du système de sécurité planétaire
touchant aux aliments, les risques nucléaires, attaques hybrides, chantage, toutes les conséquences de cette guerre qui touche la planète. La guerre en Ukraine n'est pas un seul test, si elle est réglée, une manière de restaurer tous les mécanismes de protection planétaire. La communauté internationale vise à déployer tous les efforts pour restaurer la paix, mais la Russie ferme la porte et continue de diffuser de la désinformation pour créer l'illusion de progrès diplomatique. La Russie ne prend aucune mesure pour arrêter ce bain de sang. La Russie continue ses opérations militaires contre la Russie et l'Europe. Elle ignore l'initiative de paix portée par la communauté internationale. Les forces russes continuent d'agresser les Ukrainiens le long de la ligne de front. Chaque jour, des missiles, des drones, des bombes frappent des civils et des infrastructures ukrainiennes. L'objectif, empêcher que les Ukrainiens aient accès à des services clés, électricité, eau, etc. pendant l'hiver. Il est manifeste que ce qu'elle veut, c'est notre capitulation. Il nous faut défendre notre civilisation. Nous ne nous rendrons jamais face à la Russie et ses exigences inacceptables. Nous ne céderons jamais notre souveraineté, nos terres, notre droit à notre terre. Il faut donc multiplier les pressions contre la Russie. Il nous faut exiger la justice. L'agresseur doit être tenu comme pleinement responsable. Voilà l'approche humaniste qui sauvera des vies. C'est nécessaire pour mettre fin à la guerre. C'est le seul langage entendu par les régimes autoritaires. Si la Russie gagne sur le terrain, M. Poutine n'acceptera jamais de négocier et de mettre fin à son agression contre l'Ukraine. C'est pour cela que soutenir l'Ukraine, lui permettant de lutter à armes égales, armer les forces militaires de missiles à longue portée pour se protéger des missiles qui frappent l'infrastructure nucléaire, sont des moyens de la paix. C'est pour cela que nous demandons sans cesse nos alliés et nos partenaires de fournir aux forces militaires ukrainiennes des armes avancées. La paix par la force, c'est la seule manière de protéger nos valeurs en commun. L'existence de l'Ukraine est en jeu, mais la sécurité de l'Europe et l'avenir de l'ordre international fondé sur les règles le sont aussi. Aujourd'hui, nous voyons comment le monde répond à l'agression. Nous appelons au renforcement des mécanismes collectifs via la charte de l'ONU et des plateformes régionales pour s'assurer que toute agression appelle une réponse immédiate. La Russie a rejeté la paix et cela exige une réponse forte, des sanctions véhémentes contre la Russie, l'empêchant de continuer son agression. Geler les actifs russes. Nous devons dire qu'on ne peut pas continuer ainsi à faire des affaires avec la Russie et la responsabilité des acteurs russes pour la Russie. Nous accueillons favorablement le lancement du tribunal qui jugera les criminels russes. Hier, les Pays-Bas ont annoncé cette disponibilité d'accueillir ce tribunal à La Haye. Nous devons faire le nécessaire pour traduire en justice les responsables. La sécurité donnée à l'Ukraine doivent créer une architecture de sécurité pérenne pour que, pour toujours, la Russie cesse de vouloir occuper les nations voisines. Grâce à cela, nous allons pouvoir restaurer la sécurité
et la paix. La guerre en Ukraine est donc une épreuve pour l'état de droit international. Nous pouvons en faire des fondations pour créer un monde meilleur et en paix. Je vous souhaite de bonnes discussions. J'espère que les discussions mèneront à la paix dans les temps à venir. J'aimerais encore une fois vous exprimer ma reconnaissance pour votre soutien contre notre ennemi commun. Nous gagnerons. Merci de votre attention et merci de nous soutenir. Merci, Votre Excellence. Cette bonne continuation à vous et aux diplomates ukrainiens. J'aimerais maintenant demander votre attention pour un panel de 3 soutiens forts de l'Ukraine. Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe. Monsieur Baiba Brage, ministre des Affaires étrangères de Lettonie, et Peter Wagner, directeur et chef du service des instruments de politique étrangère de la Commission européenne. Nous avons maintenant la tâche de discuter des réponses apportées à la guerre en Ukraine. Évidemment, M. Zelensky a proposé sa formule de paix. Bien sûr, le vice-ministre a parlé d'une initiative que j'ai eu l'honneur de coordonner avec un groupe d'experts sur une paix juste et globale pour l'Ukraine. Mais tout cela est plus facile à dire qu'à faire. Nous avons maintenant l'honneur d'accueillir des experts qui vont aborder les différentes couches de cette crise géopolitique, les dimensions interétatiques, les garanties de sécurité. Le vice-ministre a abordé certains de ces points. Ce sont des points essentiels pour l'Ukraine, mais aussi la question de l'identité. Il a eu raison de dire que cette guerre concerne bien plus qu'une guerre de territoire d'influence. C'est aussi le déni russe vis-à-vis du droit à l'Ukraine d'exister. Donc nous allons étioler ces différentes couches. Monsieur Brage, Madame, vous devrez nous quitter, je crois, donc je vais commencer pour vous sur la question sur le niveau géopolitique. Un peu plus tôt, nous avons dit que cette guerre ne concerne pas seulement l'Ukraine, mais aussi le droit international. L'OTAN, vous avez été vous êtes ministre des Affaires étrangères de la Lettonie, mais vous avez aussi travaillé à l'OTAN et j'aimerais aborder avec vous tous ces sujets qui affectent aussi la sécurité de la Lettonie, puisqu'il y a des déploiements de l'OTAN. Est-ce que vous pensez que nous serons capables de bâtir une nouvelle architecture de sécurité? Eh bien, je pense qu'on peut prendre toute la journée pour discuter de ces questions, donc je serai brève. Tout d'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Merci au gouvernement français d'avoir soutenu un événement aussi important que celui-ci. Un point de départ, lire la révision de défense de 2025 de la défense française. Je rappelle que la question ne concerne pas seulement l'Ukraine. La crise ukrainienne, c'est la guerre menée par la Russie qui nous a contraints. D'où l'importance de cette révision stratégique, mais aussi des capacités européennes, le centre de gravité, c'est-à-dire comment faire face à la Russie impérialiste, et qui ne recule pas devant l'utilisation de la force. Deuxièmement, comment maintenir des règles de comportement entre États dans ce cadre, c'est-à-dire l'ordre international fondé sur le droit. La charte de l'ONU était importante, essentielle, en interdisant l'agression. Mais il y a également le rôle de la
communauté internationale, de l'OTAN et d'autres acteurs. Troisième point, comment nous assurer que la communauté internationale soit capable de travailler en bonne intelligence fluidement sur la base des engagements pris pour éviter qu'il reste lettre morte. Donc, sur ces 3 points, je pense qu'il faut d'abord dire l'importance de la défense et de la sécurité au niveau national, de l'OTAN et de l'UE. Il faut investir dans les capacités de défense, mais aussi dans la collaboration. Tout cela deviendra de plus en plus important que maintenant. Donc, investir dans les capacités militaires, de défense, en interne, en externe, y compris la dissuasion nucléaire. Tout cela devra continuer. Deuxième point, soutenir l'Ukraine. Soutenir l'Ukraine toujours et encore pendant l'hiver, car la Russie n'a pas eu de percée sur le front, ils ne l'auront pas. Ils essaient, mais la ligne tient bon, elle ne rompra pas. Mais il faut nous assurer que l'Ukraine a la capacité de se défendre cet hiver, alors que l'économie russe révèle des signes de récession. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. J'en veux pour preuve les chiffres de cette semaine. Publication de la Banque centrale finlandaise qui éclaire le ralentissement économique russe plus rapide que prévu. Et puis, il y a les pertes humaines sur le champ de guerre qui sont plus importantes qu'avant. 1,2 million de soldats tués, blessés du côté russe. Donc il faut faire en sorte que l'Ukraine puisse continuer à se défendre. C'est le deuxième grand pilier de notre action. Et pour ce qui est de la Lettonie, côté des aides humanitaires, l'énergie militaire, nous donnons 1% de notre PIB à l'Ukraine et nous continuerons à le faire. Cet hiver, cela changera un peu. Nous donnerons un peu plus de ressources pour que l'Ukraine puisse acheter des armes américaines, puisque ce sont ces armes qui font la différence sur le terrain, mais nous donnons également des capacités nationales, médicaments, approvisionnement énergétique, etc. J'en viens maintenant au troisième pilier, l'affaiblissement de la Russie. Il n'y a pas d'autre moyen de ramener la Russie aux négociations de paix. En interne aussi, parce que on voit bien que les moyens politiques, économiques, la religion, les médias, il n'y a pas un seul moyen, instrument qui est orienté en Russie vers la paix. Donc, pour que nous puissions bâtir une architecture de sécurité, il faut cette précondition-là. Cela veut dire donc restreindre la Russie, les sanctions, on en parle souvent. Ça veut dire également l'isolement politique pour exclure la Russie d'organisations internationales, un engagement international aux côtés de nos partenaires dans le monde, mais aussi interdire à la Russie des partenariats, des technologies et des ressources. Donc voilà les 3 piliers de notre action. Cela fonctionne et évidemment nous évoluons, tout cela change selon les besoins du moment et selon l'évolution sur le champ de guerre. Oui, tout à fait. Je voulais vous demander quelle est la place de la diplomatie lorsque l'on travaille avec la Russie, notamment le long du flanc Est. Nous avons vu les agressions russes contre les États baltiques. Donc, certains aéronefs ont été abattus. Il y a des mécanismes prévus à l'OTAN. Donc, quelle est la place de la diplomatie dans ce contexte-là? Bien, la guerre russe n'est pas entièrement conventionnelle. C'est une doctrine unie
unique qui vise certains objectifs. Et ils poursuivent ces objectifs pour chaque pays, la France, l'Ukraine, la Lettonie ou d'autres pays. En Ukraine, ils ont visé des objectifs politiques, empêcher l'intégration européenne de l'Ukraine via des moyens non kinétiques, non conventionnels. Donc capturer l'élite politique, le président Yanukovych, qui a tenté de ne pas signer l'accord d'association européen, ensuite la mobilisation qui l'a fait chuter et quitter le pays. Et c'est là que la Russie a compris que les moyens non conventionnels ne fonctionnent pas toujours. Et donc, c'est là qu'ils ont lancé l'occupation illégale et l'annexation de la Crimée. Ces moyens non conventionnels sont utilisés contre tous les pays. La corruption, les attaques cybernétiques, le piratage, des actes hostiles, des interférences, immixtions dans les élections, parce que tout cela est moins cher que de livrer une guerre. Donc il nous faut comprendre avant tout que ces activités, ces actions, les ingérences aériennes, les vols de drones, tout cela vise à déstabiliser et nous faire croire qu'on ne peut pas se défendre, à éroder la confiance. Donc il nous faut prendre cela au sérieux, sur le plan militaire, bien sûr. Ce sont des avions, des aéronefs qui se sont ingérés sur notre sol. On l'a vu au Danemark et ailleurs. La portée est plus ou moins longue, mais tout cela doit être pris au sérieux, mais dans le calme. Nous devons avoir des procédures pour identifier, décider, etc. Et si nécessaire, changer les règles et les procédures. Mais la méthode, c'est de notifier la Russie en lui disant « la prochaine fois, on abat l'avion ». Sur le plan militaire, on ne peut pas simplement agir sans prévenir. Donc, ces règles d'engagement existent. Nos forces militaires savent ce qu'elles font. L'OTAN a bien réagi lorsqu'on a vu l'incursion des drones en Pologne, entre autres. Donc, j'en reviens à cette doctrine de guerre russe. Voyons bien qu'ici, rien ne se passe en France ou aux Pays-Bas, mais ne pensons pas que rien ne se passe ici. Il y a des activités concrètes, mais non conventionnelles pour l'instant, et parfois kinétiques. Au Royaume-Uni, ça a été la tentative d'assassinat de M. Skripal, le sabotage aussi. Et il y a d'autres actions en Allemagne et ailleurs. Donc, encore une fois, ces méthodes ont existé depuis le début de la Russie, depuis l'URSS, à vrai dire. Ça fait partie de l'ADN de ce pays. Il nous faut prendre cela au sérieux. Merci pour ce message très clair. Vous n'avez pas beaucoup d'occasion de le dire. La paix par la force, la dissuasion, l'organisation, et ensuite on pourra négocier avec la Russie. Monsieur Haddad, Monsieur le ministre, je me tourne vers vous. Vous êtes ministre délégué chargé de l'Europe. Vous avez beaucoup agi dans l'administration française sur le front diplomatique. Vous êtes aussi, vous avez été député, président de le groupe l'Amicale France-Ukraine. Vous avez soutenu activement l'Ukraine et vous avez dit que la sécurité européenne et la sécurité ukrainienne étaient liées. La France s'est engagée dans le cadre de la coalition des volontaires. La France a dit que les garanties de sécurité doivent être concrètes et non pas rhétoriques. La France a dit être prête à déployer des troupes. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien, russe, pardon, a dit que M. Macron répétait les errements de Napoléon. Cela montre la peur des Russes. Est-ce que vous pourriez donner un peu plus de détails sur ce développement de troupes? Il y a une longue ligne de contact. Nous avons eu l'expérience de Minsk. C'est difficile et ces accords de cessez-le-feu
ne tiennent pas toujours. Donc, selon vous, en quoi ces troupes européennes contribueraient à un accord de paix durable au vu du fait que la Russie souhaite interdire tout accès et continue de rejeter toute proposition des déplois de troupes? Déjà, c'est vraiment un plaisir d'être ici au Paris Peace Forum. Je vois beaucoup de visages amicaux et je pense que cette organisation joue un rôle vraiment essentiel sur tous ces sujets sur lesquels on a besoin de se parler, on a besoin de coopération, on a besoin de développer une pensée stratégique commune. Et donc je me réjouis de pouvoir être avec Baiba et beaucoup d'amis ici aujourd'hui pour parler de ces sujets. Au fond, ce qu'a dit Baiba, je crois, c'est fondamental. Déjà, cette guerre aujourd'hui pour la Russie, si on regarde les objectifs de guerre, c'est un échec. Initialement, la Russie voulait effacer l'Ukraine en tant que nation indépendante. Et on le voit toujours d'ailleurs dans les exigences totalement maximalistes du président Poutine dans la négociation, la neutralisation de l'Ukraine, c'est-à-dire le fait qu'elle ne puisse pas librement choisir son orientation politique et ses alliances, la démilitarisation. Quand on vient d'envahir son voisin et qu'on demande après sa démilitarisation, c'est plutôt de mauvais augure. Et je rappelle que l'objectif initial, c'était de faire tomber la capitale, Kiev, et puis de remplacer le président et le gouvernement démocratiquement élu. Et on voit depuis 3 ans et demi la résistance héroïque, courageuse des Ukrainiens pour défendre leur indépendance, leur souveraineté, leur nation, et l'unité des Européens et des Américains pour continuer la pression économique sur le régime de Vladimir Poutine et bien sûr le soutien militaire aux Ukrainiens. Pourquoi? Parce qu'en effet, ce sont nos valeurs qui se jouent, mais c'est avant tout notre sécurité. Les Ukrainiens se battent pour leur liberté, ils se battent aussi pour la sécurité de toutes les démocraties européennes face à la menace que représente la Russie. On le voit dans les incursions aériennes récentes de drones ou d'avions dans l'espace aérien européen. On le voit à travers les opérations de sabotage, les cyberattaques contre nos infrastructures, les menaces récurrentes du Kremlin contre l'architecture de sécurité européenne. C'est une volonté de, au fond, remettre en question le système international et en particulier européen tel qu'il existe depuis minima la fin de la guerre froide. Je rappelle que le président Poutine avait dit que la chute de l'URSS était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Donc on voit ici l'objectif. Pourquoi ça m'amène à répondre à votre question sur les garanties de sécurité? Parce que, au fond, si demain on obtient un cessez-le-feu, l'objectif, c'est que ce cessez-le-feu ne soit pas utilisé par la Russie comme une parenthèse, comme une trêve qu'elle utilise pour se refaire économiquement, pour réarmer et ensuite attaquer à nouveau l'Ukraine. Et d'ailleurs, je vous l'avais rappelé, ça fait des années que je vais souvent en Ukraine. La première fois que je m'y suis rendu, c'était pour soutenir le mouvement du Maïdan en 2014. Les Ukrainiens connaissent leur histoire. Ils nous rappellent souvent que dans les années 90, ils ont signé un document qui s'appelle le Mémorandum de Budapest, dans lequel ils se sont engagés à abandonner le programme nucléaire qui était issu de l'URSS en échange de reconnaissance de leurs frontières et de garanties de sécurité. Ce mémorandum a été violé par la Russie qui pourtant en faisait partie. Puis en 2014-2015, on a eu les accords de Minsk, le processus de Minsk, après l'annexion de la Crimée et les premières interventions dans le Donbass, violées à des dizaines de reprises par la Russie avant l'invasion de grande échelle le 24 février 2022. Donc l'objectif fondamentalement, c'est non seulement de mettre fin à la guerre aujourd'hui, mais surtout pour ramener la paix sur le continent européen, c'est de dissuader une future agression de la Russie et de réapprendre cette grammaire stratégique que nous avions un peu oubliée en Europe parce qu'on a laissé d'autres prendre en charge notre sécurité à notre place, je pense notamment aux Américains, de comprendre que la paix passe aussi par la dissuasion. Et ça veut dire, premièrement, un soutien continu à l'armée ukrainienne. La première garantie de sécurité pour l'Ukraine, c'est une armée ukrainienne robuste, forte, indépendante. Et donc tout le travail qu'on fait en ce moment, par exemple avec la Commission européenne, le plan SAFE, 150 milliards d'euros pour financer des projets de coopération dans l'industrie de défense européenne, c'est de faire en sorte qu'on peut rapprocher par des projets de coopération concrète l'industrie de défense ukrainienne et européenne. Je crois qu'il y a d'ailleurs des opportunités pour nous quand on regarde en matière d'innovation le secteur des drones en Ukraine pour aussi nos industriels. Ça, c'est la première garantie de sécurité. Et la deuxième garantie de sécurité, c'est effectivement ce dont on est en train de parler
au sein de la coalition des volontaires, qui est ce groupe d'États qui a été emmené par la France et le Royaume-Uni, qui sont des États européens, mais aussi des pays comme le Canada, le Japon ou encore l'Australie, pour réfléchir à la présence de contingents européens sur le terrain, alors qui ne seraient pas évidemment des forces combattantes, qui ne seraient pas sur la ligne de front, mais positionnés dans des points stratégiques de l'Ukraine, là aussi pour envoyer un message de dissuasion. Parce que on a changé de monde. Penser que si demain on a un cessez-le-feu, on pourra revenir aux dividendes de la paix et à l'insouciance des décennies précédentes, c'est une illusion. On voit au contraire un environnement géopolitique qui se tend, la pression protectionniste des États-Unis, de la Chine, les interrogations aussi sur l'avenir de la relation transatlantique et des garanties de sécurité américaines. C'est le moment pour les Européens de prendre en charge leur propre sécurité et ça passe par le soutien à l'Ukraine. Je rajouterai un dernier mot et là je vais vraiment aussi rebondir sur ce qu'a dit la ministre et le ministre ukrainien. Bon, là je vous parle d'un cessez-le-feu et de la période après un cessez-le-feu. Mais la vérité c'est qu'aujourd'hui, il y a un pays qui s'y refuse et qui refuse de s'engager avec sincérité et bonne foi dans les négociations diplomatiques, c'est la Russie. Et je le rappelle parce que il y a 1 an, il y a 6 mois, on nous a dit vous allez voir, tout ça va être réglé dans un coin en 24 heures par le président Trump et le président Poutine. Et moi je constate à l'inverse que nous sommes aujourd'hui très alignés avec les États-Unis, les Ukrainiens, les Européens, pour dire que nous souhaitons un processus diplomatique, nous souhaitons un cessez-le-feu. Le seul aujourd'hui qui s'y refuse, c'est Vladimir Poutine. C'est le seul qui choisit de continuer l'escalade sur le terrain, avec des bombardements y compris contre les civils en Ukraine. C'est le seul qui continue à formuler des demandes maximalistes pour une négociation et fondamentalement pour la refuser. Et donc c'est pour ça que pour pouvoir mettre fin à cette guerre, nous devons d'abord faire augmenter de façon maximale la pression sur la Russie. On vient d'adopter le 19e paquet de sanctions européens en coordination avec les États-Unis aussi et les sanctions qui ont été annoncées par l'administration Trump qui vont vraiment mettre une pression maximale sur le secteur énergétique, notamment sur Rosneft, Gazpromnet, qui continue à générer beaucoup de ressources pour l'effort de guerre de la Russie. Et bien sûr, le travail pour soutenir militairement l'Ukraine, on en parlera peut-être un peu avec des sujets comme l'utilisation des avoirs gelés de la Russie qui sont aujourd'hui sur le continent européen. Tout cet effort doit continuer pour qu'on puisse se mettre autour de la table des négociations et pour qu'on puisse après ramener une paix durable. Mais ça passera, encore une fois, par un engagement des Européens et de leurs alliés. Thank you so much. Minister Braja, Merci beaucoup, ministre Braja. Je vous ai promis que vous pouviez partir à temps et je ne veux pas causer un incident diplomatique. Est-ce que vous souhaitez dire quelques mots de conclusion? Ce n'est pas des mots de conclusion et nous ne sommes pas tous d'accord sur tout à tout moment, mais je pense que nous sommes d'accord sur les faits basiques et j'apprécie le leadership français et le leadership du président Macron. Nous avons rassemblé les Européens, mais dans la coalition de la volonté, nous avons des Australiens, des Japonais et d'autres. Donc ce sont des pays dans le monde qui sont perturbés par les actions de la Russie, mais également l'ONU. Nous allons siéger le Conseil de sécurité de l'ONU à partir du mois de janvier. Et je me suis entretenu avec des nations africaines et d'autres ministres pour savoir leur point de vue sur la situation. Et j'ai écouté. Et pour être franche, ils ne sont pas confortables avec la violation des frontières d'un autre pays par la Russie. Personne n'est content de cela. Ils ne sont pas prêts à donner de l'aide militaire à l'Ukraine, même si sous l'article 50 concernant les règles de défense légitime, lorsque la guerre a commencé, l'OTAN a rassemblé tous les conseillers militaires pour voir comment fournir une aide militaire. Et c'était très clair que la défense légitime couvre également la provision d'aide militaire et que la défense légitime de l'Ukraine constitue une règle importante dans cette guerre. Donc des frappes contre des objets militaires russes, c'est la défense légitime de l'Ukraine. Et la fourniture d'aide militaire ne font pas partie de cette guerre. Mais
Ce qui est différent des autres discussions que nous avons eues concernant les règles mondiales d'engagement, nous devrons revenir à cette base et dire que l'utilisation de la force ne peut pas être acceptée comme une règle de base dans ce monde. Et pour parler de la Russie, nous devons également garder à l'esprit les 4 D de la Russie utilisés dans le cadre des négociations de délai, retarder, distraire également. Et tous ces propos concernant les bénéfices économiques et tralivalia, comme disent les Russes, tout cela distrait de la question centrale, le cessez-le-feu. Il y a également des accusations folles que les Ukrainiens préparent des accidents nucléaires et ainsi de suite. Donc tous ces points, nous les observons dans la situation actuelle et c'est l'autre point de vue que nous devons garder à l'esprit. C'est-à-dire, ce n'est pas nouveau du tout dans les tactiques russes et nous devons rester solides dans nos actions parce que nous sommes du bon côté de l'histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Peut-être que nous pouvons lui donner un tonnerre d'applaudissements. Merci. Elle va donc poursuivre la diplomatie lettonne en marge du forum. Mais il nous reste du temps et nous avons également notre collègue patient, Peter Wagner, le directeur et chef du service des instruments de politique étrangère à la Commission européenne. Vous avez eu une carrière longue et vous avez traité le sujet de l'Ukraine à bien des égards et maintenant vous êtes responsable de l'utilisation des ressources de l'Union européenne afin d'aider l'Ukraine. Une tâche intimidante, non pas simplement de trouver les ressources, mais également de les utiliser à bon escient. Si nous analysons cette guerre du point de vue militaire comme une guerre d'attrition, c'est clair que Poutine voulait résister les Américains. Et il semble être le cas par rapport aux Américains, au moins en termes financiers, parce que les Américains s'attendent à ce que les Européens payent pour cette défense dans le cadre de la guerre, mais l'Union européenne a pris un rôle plus considérable et a donné des ressources considérables. Mais vous êtes quelqu'un de pragmatique et vous savez qu'il n'est pas simple de trouver de telles sommes. Est-ce que vous pouvez parler avec nous? Quel est le futur des ressources et quelle est l'importance de ces ressources? Merci beaucoup. Je pense qu'il est important de se rappeler que l'Europe a surpris beaucoup. Et en février 2022, avant cette date, nous n'avions jamais acheté des armes. Maintenant, nous achetons des armes au nom des autres États pour l'Ukraine. Dans l'Union européenne, nous sommes impliqués du côté civil, mais également du côté militaire. Et je pense que nous avons avancé 180 milliards. C'est souvent difficile de calculer les sommes mobilisées. Donc nous avons fait cela. Ce n'est pas simplement que nous souhaitons continuer à le faire, nous l'avons déjà fait. Et la situation ne devient pas plus simple. Et donc, je pense qu'il existe plusieurs éléments, et vous avez expliqué quels sont ces éléments. D'une part, les États membres vont devoir continuer à soutenir, et les leaders du LE en ont parlé la semaine dernière à Bruxelles. Il faut chercher d'autres sources de financement, telles que les actifs gelés de la Russie. Et je pense qu'il y a déjà un débat qui est en cours, mais ce que je souhaite dire à ce point, c'est que le fait que les leaders ont montré cet engagement d'utiliser ces fonds démontre que cet engagement de soutenir l'Ukraine sur le long terme existe. Maintenant, il faut également admettre qu'il s'agit ici d'une situation juridique, financière extrêmement difficile pour les États membres individuels, mais également pour la communauté dans son ensemble. Donc, je pense que nous avons besoin de plus de temps et je pense que la Commission a mandaté de rendre disponibles plusieurs options pour l'utilisation de ces fonds. Mais les fonds existent, la détermination d'utiliser ces fonds existe, mais nous voulons trouver un moyen juridique parce que la règle de droit à laquelle a fait référence la ministre est clé.
Et je pense que nous allons voir de bonnes propositions. Je reste optimiste. Et par moments, nous sommes arrivés un peu en retard. Mais dans cette situation, je pense, à mon sens, d'examiner deux autres éléments. Et vous avez déjà fait référence à un de ces éléments. La capacité des Ukrainiens est d'utiliser les fonds. Il ne s'agit pas simplement d'avoir les fonds. Il faut pouvoir investir ces sommes dans les armes. Donc, nous pouvons dire nous avons besoin de plus de fonds et la ministre en a parlé, mais la réalité, c'est que les Ukrainiens ont besoin d'armes et nous devons faire tout ce que nous pouvons afin de traduire cet argent en armes. L'Ukraine est en train de construire des institutions dans le domaine de la défense, mais cela n'est pas suffisant. Les Ukrainiens ont également besoin d'un soutien et nous devons également demander l'aide des États membres. Du côté ukrainien, en plus de travailler sur la construction des institutions et d'utiliser cet argent, il faut également améliorer la façon dont cet argent est utilisé et pour faire preuve de transparence. Même les actifs russes sont soutenus par l'argent du contribuable européen. Et donc, les contribuables européens s'attendent à avoir des niveaux de transparence et de responsabilité par rapport à l'utilisation de ces fonds. Et étant donné les chiffres croissants, c'est très important de faire preuve de cette transparence. Et le troisième point concernant des fonds pour l'Ukraine, mais nous devons ici en Europe continuer à travailler ce qu'on appelle la résilience et la préparation. Nos sociétés ont beaucoup changé par rapport à la compréhension de cette guerre. Il ne s'agit pas simplement des Russes qui se déplacent un peu plus vers l'ouest. C'est maintenant une guerre qui arrive à la frontière européenne. Donc, si nous examinons la mésinformation, par exemple, et ce que fait la Russie dans le cadre des élections françaises, roumaines et également en Moldavie, cela démontre qu'il y a très peu de limites par rapport à ce que veulent faire la Russie. Et la Moldavie démontre que si la communauté internationale et l'UE travaillent ensemble et soutiennent nos partenaires, nous pouvons repousser ces menaces hybrides. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez dit, vous avez vu beaucoup d'évolutions et vous ne pensez pas que l'Union européenne allait acheter autant d'armes, mais je sais que vous avez également été impliqué dans la crise grecque et la pandémie de la COVID-19. Comment voyez-vous l'Union européenne en tant qu'acteur de changement, surtout dans le cadre de la guerre en Ukraine? Quelles sont les choses que doit faire l'Union européenne? Par exemple, dans l'industrie de la défense, je sais que vous avez travaillé dans ce domaine à la Commission, afin que nous puissions donner des résultats plus rapidement. Je suis contribuable néerlandais, nous avons des élections également aux Pays-Bas, nous avons beaucoup investi, et en fin de compte, nous sommes obligés de continuer à acheter les armes américaines, qui sont de plus en plus chères d'ailleurs. Oui, comme vous avez dit, j'étais chargé de l'industrie de la défense il y a 10 ou 15 ans. Et à l'époque, c'était quelque chose de vraiment niche. 3 personnes qui géraient les questions de défense à travers toute la Commission européenne. Maintenant, c'est devenu un sujet extrêmement important et nous avons un rôle tout à fait différent à jouer. Il n'y a pas de solution unique. Il ne s'agit pas simplement de dire que nous allons doubler le rendement. Nous avons fait quelques annonces, mais c'est extrêmement difficile parce qu'en réalité, nous ne savons pas quelle est notre capacité industrielle réelle parce que nous avons une séparation beaucoup plus forte entre l'industrie et l'État. Nous voyons du côté de l'industrie qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. L'industrie qui investit de l'argent de façon proactive. En deuxième lieu, il y a eu un changement de mentalité également.
Souvenez-vous, au mois de janvier, au mois de février en 2022, lorsque nous étions en train de nous préparer pour ce qui allait arriver, nous n'étions pas sûrs si nous serions capables de présenter les sanctions. Et jusqu'à présent, il y a eu 19 paquets de sanctions. Donc cela démontre qu'il y a une compréhension que cela ne peut pas continuer. Le défi auquel nous sommes face, c'est de traduire ce que nous allons annoncer en quelque chose de crédible. Et ceci va effectuer un changement profond. Si nous pouvons dire à l'industrie à quoi s'attendre dans 5, 10 ou 15 ans. Merci. Et ça, c'est un signal à l'industrie de la défense européenne, mais également à la Russie, également, de dire que vous n'allez pas gagner. Ministre délégué Haddad, avant de rejoindre la politique française, vous avez également travaillé dans un think tank, et donc j'apprécie de pouvoir échanger des réflexions. Vous avez écrit un livre sur les changements lors de l'administration Trump. Vous avez dit que le président Trump disait qu'il allait mettre fin à la guerre en 24 heures et il a depuis appris que c'est extrêmement complexe de faire ceci. Les Américains jouent un rôle important. Ce sont les seuls qui négocient avec la Fédération russe. Et je sais que le président Macron a essayé d'avoir un contact direct avec le président Poutine. J'ai vu des négociations d'accords par le passé, mais lors de ces moments, l'Europe était présente autour de la table. Lors de la conférence de Munich, le général Kellogg a dit que l'Europe devait être autour de la table. En tant que Français et en tant que Néerlandais, ceci nous agace parce qu'il s'agit d'une guerre qui se passe au sein de l'Europe. Quelle est la possibilité de l'Europe de démontrer sa position proactive, même si c'est difficile de négocier avec la Fédération russe? Voyez-vous des possibilités de peut-être avoir des discussions directes avec les Russes? Si vous me permettez, peut-être dire un mot, puisque vous avez mentionné que j'avais vécu dans les think tanks américains et que j'ai écrit un livre dessus. Ce qui m'avait frappé lors du premier mandat du président Trump, que j'ai vécu du début à la fin à Washington, c'est que beaucoup d'Européens, à l'époque, ont été dans une forme de déni et se sont convaincus que tout cela n'était qu'une parenthèse, qu'il suffisait de serrer les dents, attendre, et qu'on allait revenir à la normale 4 ans plus tard. Et je pense au contraire que le président Trump est un accélérateur de tendances préexistantes et qui ont perduré au-delà de lui. Que ce soit le pivot vers l'Asie qui avait déjà été annoncé par l'administration Obama et le fait que l'Europe était moins centrale sur le plan stratégique pour les Américains qu'elle ne l'était quelques décennies plus tard. Et aujourd'hui, la rivalité stratégique avec la Chine est un sujet d'accord bipartisan aux États-Unis. Que ce soit le protectionnisme, qu'on a vu aussi continuer sous l'administration Biden. Et tout ça, quelles conclusions nous devons en tirer en tant qu'Européens? Les Américains sont nos alliés. Nous avons des intérêts communs, nous avons une histoire partagée et on le voit encore sur le sujet de l'Ukraine aujourd'hui. Mais nous devons aussi être capables de prendre en charge notre propre sécurité et réduire nos dépendances sur le plan technologique, sur le plan énergétique et sur le plan bien sûr militaire. Et se donner les moyens aussi de protéger nos industries critiques face à la pression commerciale ou la concurrence déloyale. Et c'est tout ce qu'on essaie de porter avec le président de la République depuis le discours de la Sorbonne de 2017, la souveraineté européenne, et tirer le fil sur ces sujets avec nos partenaires. Et je rajouterais même qu'à terme, moi je suis convaincu que c'est ce qui permettra en fait de réinventer la relation transatlantique de façon plus équilibrée, plus partenariale, plus mûre pour les deux côtés. Sur votre question sur la diplomatie, vous le savez, pour nous ça n'a jamais été un tabou. Le président a eu un dialogue diplomatique avec le président Poutine, c'est lui qui l'a fermé. Le président Macron est allé à Kiev et à Moscou quelques jours avant la guerre pour essayer de trouver une issue diplomatique à cette guerre. Et c'est la Russie qui a choisi l'agression. Et encore il y a quelques semaines, il y a eu un échange téléphonique entre les deux dirigeants pour parler notamment de l'Iran, après les frappes israéliennes et américaines sur le programme nucléaire, mais aussi de l'Ukraine. L'engagement diplomatique, ce n'est pas un tabou. La question, c'est pour dire quoi et dans quelles conditions.
Et fondamentalement aujourd'hui, on a une Russie qui ne s'engage pas avec sincérité dans la diplomatie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, d'abord, restons unis au niveau européen et au niveau transatlantique comme nous le sommes aujourd'hui pour faire monter la pression sur le régime, sur le plan économique avec les sanctions énergétiques et sur le plan militaire avec la poursuite de notre soutien à l'Ukraine. Nous, on coordonne régulièrement aussi bien avec l'administration Trump. Et d'ailleurs, c'est la diplomatie française qui a permis de réaligner. Rappelez-vous, il y a quelques mois, lorsque nous avons fait venir à Paris les négociateurs américains, que ce soit l'envoyé spécial Steve Witkoff, le secrétaire d'État Marco Rubio, précisément pour synchroniser nos positions sur ce sujet, bien sûr avec les Ukrainiens de façon régulière. Et il y aura un moment pour la diplomatie, mais je crois encore une fois, il faut créer les conditions pour mettre la pression sur le régime, pour créer les conditions d'un rapport de force, fondamentalement, rester unis au niveau européen, parce qu'on sent bien qu'il y aura une tentation de vouloir jouer la division des Européens, alors que nous sommes au contraire depuis 3 ans et demi, là aussi, contre tous les pronostics les plus pessimistes, nous sommes restés unis. Nous avons renouvelé les sanctions, nous continuons le soutien militaire. Beaucoup d'entre nous étions inquiets il y a 3 ans et demi, de là où on en serait. Et en fait, on voit que le temps ne joue pas en faveur de la Russie. La Russie croyait que le temps jouait en sa faveur. Mais on voit aujourd'hui qu'on est en train de mettre en place des instruments de soutien durable à l'Ukraine, que le président Trump perd patience avec le président russe. Et à l'inverse, comme le disait la ministre Letton tout à l'heure, que l'économie russe est en train de montrer des signes de retournement. Donc le temps ne joue pas en faveur de la Russie. Donc restons unis, restons fermes. Et puis il y aura un temps, bien sûr, pour la diplomatie où les Européens prendront leur part. Merci beaucoup pour ce point de vue positif. Et donc, j'ai une dernière question et ensuite nous allons donner la parole au public. Disons que les Européens avec les Américains réussissent à forcer le président Poutine à la table de négociation. Et imaginons qu'un cessez-le-feu est négocié et nous pouvons éviter toutes les erreurs qui ont été faites dans le cadre de l'accord de Minsk. Et c'est un cessez-le-feu bien ficelé. Il reste une question importante. Vous, en tant qu'Européen et en tant que diplomate français, à quoi ressemblerait l'architecte? Est-ce que les Européens pourraient surveiller le cessez-le-feu? Est-ce qu'ils pourraient imposer des choses? Est-ce que vous pouvez partager avec nous votre réflexion? Une fois que nous arrivons à obtenir le cessez-le-feu, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que nous allons négocier les questions politiques sous-jacentes également? Bon, je suis désolé de vous décevoir, même si on est au Paris Peace Forum et qu'on peut réfléchir au contexte de la paix, évidemment, ces discussions, elles ne vont pas avoir lieu sur un panel public. Il y aura des échanges diplomatiques, moi, je ne vais pas les anticiper. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est fondamental. La question des garanties de sécurité, parce que c'est la condition de la dissuasion et donc de la sécurité durable sur le continent européen, et qui passera avec le rôle des Européens. C'est pour ça qu'on fait ce travail au sein de la coalition des volontaires, et ce rôle de soutien aussi à l'armée ukrainienne, qui est le premier pilier de ces garanties de sécurité, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, après, ça a été dit à plusieurs reprises, il y a une dimension politique au-delà de la dimension sécuritaire. Premièrement, tout accord, il devra s'inscrire dans le cadre du droit international et de la Charte des Nations Unies, qui dit quand même très clairement qu'on ne révise pas les frontières par la force et qu'on ne reconnaîtra pas des annexions de territoire par la force. Et puis, par ailleurs, moi, je crois, au-delà de la dimension territoriale et souveraine, que les Ukrainiens se battent aussi pour être une nation libre et européenne. Quand j'étais sur la place Maïdan en 2014, c'était des drapeaux européens qu'on voyait brandis par ces dizaines de milliers de jeunes qui étaient ciblés, visés par les snipers parce qu'ils avaient le courage de brandir un drapeau européen qui était pour eux le synonyme d'un avenir meilleur, d'un avenir démocratique, d'un avenir libre, débarrassé de la corruption. Et donc la possibilité pour les Ukrainiens de continuer ce chemin vers l'Union européenne, je pense que c'est une condition clé. C'est un processus long, exigeant, qui demande des réformes profondes, l'état de droit, l'indépendance de la justice, la lutte contre la corruption, la protection des minorités. Et nous avons un dialogue extrêmement exigeant avec les autorités ukrainiennes à ce sujet. Mais je pense que l'Ukraine se bat pour être une
une nation libre, une nation européenne, et nous la soutenons bien sûr dans cette aspiration. D'accord, merci. Donc à long terme, cette architecture ressemble à l'Ukraine en tant qu'État membre européen, libre et prospère. Donc une bonne perspective vers laquelle nous pouvons travailler. Donc j'aimerais maintenant donner la parole à nos membres du public à poser des questions à nos invités. Donc si vous avez le courage de lever la main, et je vous demanderai également d'être bref. Je pense que j'ai réussi à dissuader le public. Y a-t-il des questions? Je ne vois pas de main levée, donc si c'est le cas, je vais donc poser des questions que j'ai ici. J'ai une dernière question concernant l'identité. Donc je voulais demander la ministre Praja, mais nous sommes en train de négocier avec un pays, la Fédération russe, qui renie le droit de l'Ukraine d'exister en tant que nation, sa langue, sa culture. Et donc il y a ce déni de l'existence de l'Ukraine. Et la Russie supprime la culture et le langage ukrainien. Et le ministre délégué Haddad, je vais vous poser cette question. Comment est-ce que ceci peut entraîner une paix durable, juste et complète si l'un des acteurs renie l'existence de l'autre? C'est pour ça que je mentionnais cette dimension politique, le processus européen, l'aspiration du peuple ukrainien. Il y a dans cette guerre une volonté de la part de la Russie d'effacer l'identité nationale ukrainienne dans son histoire. Et vous avez mentionné à juste titre d'ailleurs le document qui avait été rédigé par le président Poutine à l'été 2021, quelques mois avant la guerre, qui était une sorte de justification historique de cette invasion et la volonté d'effacer l'Ukraine en tant que nation indépendante. Et puis il y a aussi, il faut le dire, une volonté de la part de la Russie d'effacer l'Ukraine dans son avenir. Et je pense notamment aux enfants ukrainiens qui ont été kidnappés et qui sont aujourd'hui en Russie par milliers. Et ça, c'est un crime contre l'humanité. Je vous rappelle que c'est ce qui d'ailleurs justifie aujourd'hui l'inculpation du président Poutine devant la Cour pénale internationale. Et cette question des enfants, je pense qu'elle sera aussi fondamentale dans le règlement de la guerre. C'est un sujet qui est porté aussi bien d'ailleurs par les Européens que par l'administration américaine, il faut le rappeler. Donc je pense que tous ces sujets devront être au cœur et que les Ukrainiens se battent aussi pour être une nation libre, indépendante, et tous les sujets dont on parle aujourd'hui en font partie intégrante. Peter, maybe on you? Peter, et pour vous? Oui, 2 points qui sont importants. Et comme vous avez dit, je me suis rendu plusieurs fois en Ukraine et j'ai beaucoup travaillé dans le pays. Il y a 2 dimensions. Il n'y a pas que la dimension de la paix durable, comme a dit le ministre délégué, mais c'est également de dire que de ne pas dire nous allons nous arrêter là et vous donner quelques villes. La Russie irait jusqu'à la frontière polonaise si elle le souhaitait. Et donc, ce n'est pas un simple cas de mettre fin aux armes, etc. Et je pense que cela renforce la résistance et la motivation du peuple ukrainien. En deuxième lieu, c'est les mêmes personnes qui mènent les réformes qui sont le plus visibles, l'Euromaïdan, qui l'ont rendu clair devant le monde qu'ils ne veulent pas vivre de la même manière que la Russie. Ils veulent avoir un mode de vie européen. Et j'aimerais pas trop parler de la démocratie libérale, etc. Ils ne veulent pas vivre comme des Suédois, des Portugais, etc. Ils veulent vivre comme des Ukrainiens, mais en tant que membres européens. Et c'est ça que reflète leur culture. Et souvent, on les voit comme étant un bloc monolithique.
ethnique, mais il y a beaucoup de minorités ethniques. Il y a des villes où il y a 100 ans, la majorité des personnes étaient d'origine grecque ou d'origine roumaine, par exemple. Et c'est ça, la richesse du pays. Et c'est ça qui va pousser ce pays encore plus près de l'Europe. Oui, et j'espère que ce sera le cas également pour d'autres pays autour de l'Ukraine, c'est-à-dire d'utiliser des minorités pour jeter des ponts envers l'Union européenne. J'ai une question du public, et vous êtes la dernière à poser une question. Bonjour, je suis politologue ukrainienne, je suis de l'Ukraine. Ma t-shirt, elle est très parlante, je pense. Avec toute ma reconnaissance pour la communauté internationale et le respect pour votre solidarité, j'ai une question simple de vous poser. Est-ce que la communauté internationale est prête d'accepter l'idée que l'Ukraine doit gagner la guerre? Parce qu'on parle beaucoup de la fin de la guerre, on parle beaucoup de la paix, mais on ne parle jamais de la victoire dans cette guerre. Dieu sait que les guerres se finissent par les victoires. La paix arrive après. Et le seul garantie de sécurité pour les Ukrainiens, c'est notre victoire. Et nous ne pensons qu'à ça. Mais en tant que politologue, j'assiste à beaucoup de conférences pareilles. Et je vois que la communauté internationale, elle est très réticente à l'idée de la victoire de l'Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, merci. Yeah. No, thank you so much. And as now I will just abuse moderate privileges by answering Merci beaucoup et je vais essayer de vous répondre. J'ai vu le président Zelensky qui portait le même t-shirt que vous à la télé et je pense que votre question est très honnête et je pense qu'en théorie, il faut arriver à une Russie qui est décolonisée, qui est démantelée. Ce n'est pas une vue qui est partagée de par toute l'Europe. J'ai fait quelques recherches là-dessus et le moins vous vous concernez avec la Russie, plus vous pensez qu'elle doit être démantelée. Il y a en Allemagne, plus vous vous rapprochez de la Russie, plus vous vous concernez de son démantèlement. C'est certaines choses qui ont été vues comme une victoire catastrophique de l'Ukraine. Maintenant, à quoi est-ce que cela ressemblerait une véritable victoire? Cela est très divers selon à qui on demande. Si on demande aux leaders européens, ils ne font pas exactement tout ce qu'ils disent. Ils font tout ce qu'ils peuvent tant qu'ils peuvent se le permettre économiquement. Maintenant, je voudrais conclure là-dessus en vous remercier pour le temps que vous avez pris pour être dans ce panel. Et j'espère qu'à la prochaine conférence de Paris, nous aurons quelque chose d'un petit peu plus optimiste. Merci beaucoup.